Constantine. Édifié sur un plateau rocheux, scarifié par de profondes et étroites gorges creusées par des rivières, dont le tumultueux oued Rumel, Constantine bénéficie d'une situation remarquable qui lui a valu d'être de toutes les batailles. Elle aurait soutenu 82 sièges. À l'époque où le rocher principal de Constantine ne faisait qu'un avec celui de Sidimsid, où s'élève le monument aux morts, le Rumel n'était qu'un torrent de surface qui coulait à l'ouest du centre-ville. À force de buter sur la falaise sud, il s'est forcé un passage souterrain. Au cours de millénaires, la galerie ainsi formée s'est écroulée, ne laissant que quelques arches de pierre encore visibles. Aujourd'hui, la gorge fait 1,8 km de longueur pour une profondeur de 135 à 200 mètres, à l'est du principal rocher dont le sommet s'élève à 650 mètres d'altitude. On ne peut rester indifférent à cette ville fantastique, quelque chose comme l'île volante de Gulliver, où les hommes peuvent regarder les aigles voler de dos, selon une légende. Constantine serait l'œuf d'un formidable vautour, l'indomptable de Ketbiessin. Guy de Maupassant comparait les gorges du Rumel à un abîme rouge comme si les flammes éternelles l'avaient brûlé, et Alexandre Dumas à un serpent. Mais le nom donné au boulevard qui les ouvre, l'abîme, est peut-être la meilleure comparaison qui s'impose. De quelques points de vue aménagés et du haut des ponts, surtout ceux qui sont suspendus, on peut en éprouver la profondeur et se sentir physiquement aspiré par le vide. Guy de Maupassant, Constantine. Et voici Constantine, la cité phénomène, Constantine l'étrange, gardée comme par un serpent qui se roulerait à ses pieds, par le Rumel, le fantastique Rumel, fleuve de poèmes qu'on croirait rêver par Dante, fleur d'enfer, coulant au fond d'un abîme rouge comme si les flammes éternelles l'avaient brûlé. Il fait une île de sa ville, ce fleuve jaloux et surprenant. Il l'entoure d'un gouffre terrible et tortueux, aux rocs éclatants et bizarres, aux murailles droites et dentelées. La cité, disent les Arabes, a l'air d'un burnous étendu. Ils l'appellent Bled el-Hawa, la cité de l'air, la cité du ravin, la cité des passions. Elle domine des vallées admirables, pleines de ruines romaines, d'aqueducs aux arcades géantes, pleines aussi d'une merveilleuse végétation. Elle est dominée par les hauteurs de Mansoura et de Sidimsid. Elle apparaît debout, sur son roc, gardée par son fleuve, comme une reine. Un vieux dicton la glorifie. Bénissez, dit-il à ses habitants, la mémoire de vos aïeux qui ont construit votre ville sur un roc. Les corbeaux fiantent ordinairement sur les gens, tandis que vous fiantez sur les corbeaux. À 175 mètres au-dessus du Rumel, le pont suspendu entre le lycée et l'hôpital est long de 164 mètres, large de presque 6 mètres, pour un poids de 17 tonnes. Inauguré en avril 1912, en même temps que le pont Sidi Rached, il a été édifié au-dessus de l'arche naturelle entre le boulevard de l'Abîme et l'hôpital qu'on atteignait auparavant en faisant un détour par le pont de Qantara. De ce pont, rénové en 2000, la vue est fantastique sur les gorges, la ville et la vallée du Hamma. Le pont des Chutes est le dernier ou le premier à franchir l'Oued, là où le Rumel quitte les gorges pour glisser vers la plaine du Hamma après une série de chutes vertigineuses.
Inspiré par l'arche naturelle sculptée au-dessus du Rumel, le pont a été lancé entre les deux rives en 1925 pour permettre l'accès aux usines qui se trouvaient de l'autre côté. À cet endroit, l'Oued se faufile le long d'une crevasse profonde de 200 mètres et le pont marque le début du chemin des touristes qui finit au pont du Diable. Peu avant le pont, la route passe à proximité des établissements thermaux de Sidi Msid, qui abritent une piscine olympique sur l'emplacement de thermes romains qui bénéficiaient d'une eau jaillissante à 27 degrés. Pont Al-Qantara, l'un des plus anciens ponts, à l'origine un aqueduc romain qui acheminait les eaux du Djbel el-Wahsh vers les citernes de la vieille ville, a longtemps été le seul à relier le rocher de Constantine au reste du monde. Il a été plusieurs fois détruit ou abîmé, puis reconstruit avec des vestiges des ruines de l'amphithéâtre romain. Son allure actuelle remonte à 1863, date à laquelle on a inauguré le nouveau pont, reconstruit près de la gare après son effondrement lors du passage d'un détachement d'infanterie française. Il mesure 128 mètres de long, 125 mètres au-dessus du Rumel. D'une apparence proche du pont suspendu Sidi Msid, la passerelle Mellah Slimane, rénovée en 2002, a été construite entre 1917 et 1925. Longue de 125 mètres et large de 2,50 m, elle est réservée aux piétons qui circulent en tangant entre le quartier de la gare et le centre-ville qu'on atteint avec un ascenseur. Le pont Sidi Rached. Il porte le nom d'un mausolée situé sur un rocher à proximité. Commencé en 1907, il a été inauguré en avril 1912. Le même jour que le pont suspendu de Sidi Msid à l'autre bout des gorges. C'était à l'époque le plus haut pont de pierre du monde. Ce pont est composé de 27 arches de pierre, dont une de 70 mètres, qui suivent une courbe de 450 mètres de long entre le centre-ville et le quartier de la gare jusqu'à la route qui mène à Batna, en enjambant les gorges à 105 mètres de hauteur. De par sa forme en arc de cercle et sa situation, il nécessite de fréquentes rénovations. Si à l'époque de son inauguration, il était unique, il possède aujourd'hui un frère au Luxembourg. À l'origine seulement édifié sur le rocher principal, Constantine s'est beaucoup étendue, notamment lors de l'arasement au début du XXe siècle de Kouidet Ati, la colline du sud-ouest du centre-ville sur laquelle ont été édifiés les quartiers résidentiels européens et les bâtiments administratifs. La place de la Pyramide, et en particulier son monument, est le parfait exemple des changements successifs qui peuvent façonner un lieu. Tout commence lors de la prise de Constantine en octobre 1837. Le 12, veille de la prise de la ville, le général d'Anrémont est tué par un boulet à l'endroit qui deviendra la place de la Pyramide. Dès 1842, on érige à cet endroit un monument en forme de pyramide. Lors de l'indépendance de l'Algérie, la statue du général est retirée, comme tous les monuments rappelant la conquête par les Français. L'obélisque, quant à lui, est conservé sur place. En démontant ces supports, on découvre que ce sont des canons enfoncés dans le sol.
Ces canons sont alors transportés place de la Pyramide et disposés autour de l'obélisque où ils se trouvent toujours. En bas de cette colline, bordée par les quartiers qu'on connaît encore sous les noms de Saint-Jean et Saint-Antoine, la place des Martyrs marque un peu l'entrée de la ville. Le casino y a disparu et le garage Citroën est devenu un centre culturel. À l'est de la place, on peut descendre vers le pont Sidi Rached et commencer de suivre la gorge du Rumel. Une espèce de rampe monte au travers d'un parc vers la Brèche et la place du 1er novembre, l'ancienne place Nemours, bordée par la Poste, le théâtre et d'où part la rue Didouche Morad qu'on arpentait le soir quand elle s'appelait dans cette partie basse Caraman. Alors continuer en suivant la gorge ou en pénétrant dans la vieille ville par les ruelles encombrées à l'est de la rue Didouche Morad, ancienne rue de France. Les rues populeuses sont plus agitées que celles d'Alger, grouillantes de vie, traversées sans cesse par les êtres les plus divers. Autour de la mosquée El-Kbir, la grande mosquée. Selon les écritures trouvées sur son minaret, elle est l'œuvre de l'État ziride en l'an 1136. Depuis lors, elle garde la même vocation, à savoir la prière et la fatwa. Salah Bey, bey de Constantine de 1771 à 1792. Constantine fut choisi au XVIe siècle pour être la capitale du beylik de l'Est. Le bey était nommé par le pacha d'Alger qui pouvait le révoquer à volonté. Plus qu'aucun autre, Salah Bey fit vraiment figure de prince. S'impliquant à continuer l'œuvre entreprise par ses prédécesseurs, il voulut doter Constantine de constructions dignes d'un chef-lieu de grande province. En faisant raser les vieilles maisons, il réorganisa tout un quartier, celui de Sidi Ktani, voisin de la Kasbah. Il y fit édifier une belle mosquée à laquelle il adjoignit une madrasa. Cette école étant devenue rapidement insuffisante, il en créa une seconde à Sidi Lakhdar. Abdelhamid Ben Badis, 1889 à Constantine, 1940. Abdelhamid Ben Badis fait ses études à la Zitouna de Tunis,
Prédicateur et formateur à la mosquée Jama al-Akhdar, qu'il ouvrit en 1911, il se rend en pèlerinage en 1914 à la Mecque. Il participe activement au mouvement d'Islah musulman et publie dès 1925 Al-Muntaqid, journal critique dans lequel il amorce un travail profond de prise de conscience nationale. Après l'interdiction de cet organe, il lance la même année Shihab, le météore, puis Al-Basair, vision d'avenir, où il contribue à faire renforcer dans les plus larges masses les concepts de nationalisme, de l'arabisme et de la fidélité à l'islam, les trois piliers de la personnalité algérienne. Fondateur de l'association des oulémas d'Algérie, il participe au congrès musulman d'Alger en juin 1936 et déploie une activité constamment entravée par l'administration coloniale. Il meurt en 1940, laissant derrière lui une œuvre politique et culturelle qui a nourri l'esprit de plusieurs générations d'Algérie, de son fameux triptyque « L'Algérie est notre patrie, l'islam est notre religion, l'arabe est notre langue ». Promoteur du savoir, il est le 16 avril de chaque année honoré au cours de Yom al-Ilm, journée de la science. La ville moderne. Elle est dominée par la tour de 22 étages de l'université des frères Montouri, inaugurée en 1971, et édifiée selon les plans d'Oscar Niemeyer. C'est en 1968 que l'idée de construire une grande mosquée à Constantine prit naissance. À l'origine, il ne s'agissait que d'une simple mosquée, avec cette condition que les promoteurs désiraient un lieu de prière pouvant contenir 10 000 fidèles. Le projet initial ne tenait aucun compte de l'environnement, lieu encaissé et d'accès difficile, et sa réalisation devait se faire dans le quartier Emir al-Qadr, d'où l'appellation de l'actuelle mosquée. Perché sur le rocher de Sidi Msid, dominant la plaine du Hama à plus de 200 mètres, se dresse le monument aux morts de la Grande Guerre. Cet arc de triomphe est inspiré de celui de Trajan qui se situe dans les ruines de Timgad. Il est surmonté d'une statue de la Victoire réalisée par Epstein. Cette statue reproduit une statuette romaine en bronze nommée la Victoire de Constantine, trouvée par des militaires lors de fouilles dans la cour de la Casbah. Cette statuette est actuellement visible au musée Cirta. La première pierre du monument aux morts a posé le 18 novembre 1918, Constantine étant la première ville de France à voter la construction d'un monument en hommage aux victimes de la guerre 14-18. Les travaux s'étalent sur 12 ans et le monument est inauguré le 7 mai 1930, en présence de Gaston Doumergue, président de la République, Paul Doumer, président du Sénat, Ferdinand Buisson, président de la Chambre des députés, de ministres et de Morino, maire de Constantine. Les pierres utilisées pour la construction viennent en grande partie de la carrière Lantigny. Ce palais est la trace vivante de la civilisation ottomane. Haj Ahmed, l'un des héros devenus mythiques de la résistance anticoloniale, a fait construire entre 1826 et 1835 ce palais. Parfois appelé palais de la division, à la hauteur de sa renommée. On y pénètre par un couloir débouchant sur un joli patio,
délimitée par les colonnades des galeries réservées aux femmes, près de 390 selon la légende, qui mènent à plusieurs cours et jardins intérieurs. À voir plus particulièrement les fresques représentant les ports de la Méditerranée, dominés par les Ottomans, notamment celle montrant la défaite de Charles Quint devant Alger en 1541. Un temps occupé par l'armée française, il faisait l'admiration des artistes de passage, comme le montre cette description du peintre Horace Vernet qu'il a visité en 1837. Figurez-vous une délicieuse décoration d'opéra, tout de marbre blanc et de peintures de couleurs les plus vives, d'un goût charmant, des eaux coulant, de fontaines ombragées, d'orangers, de myrtes. Enfin, un rêve des 1001 nuits. Ce rêve était entretenu par la taille du palais, 5610 mètres carrés, et ses cours et ses paradisiaques jardins à l'espagnol. Pour le construire, les artisans et artistes ont souvent utilisé des matériaux prélevés sur de vieilles demeures ou dans les ruines romaines des environs. Les colonnes et autres pièces de marbre furent achetées en Italie et transportées par l'entremise du génois Schiaffino de Livourne à Bonn, où les attendaient des caravanes de muletiers et de chameliers. Le bois de cèdre fut demandé aux tribus de l'Aurès et de la Kabylie. Les pierres de taille furent prélevées sur les ruines de l'antique Cirta. Cela ne suffit pas et le bey réquisitionna tout ce que les principales habitations de Constantine possédaient de remarquable, comme marbre, colonnes, faïences, portes et fenêtres. Le palais devint ainsi comme un musée des pièces les plus curieuses et les plus riches de la menuiserie et de la sculpture. Pour sa construction, Ahmed Bey eut recours à deux artistes réputés, Al-Hajj al-Jabri, originaire de la ville, et le Kabyle al-Khattabi. Les bâtiments, d'ordonnance assez irrégulière, s'organisent autour de deux jardins spacieux et de deux cours plus petites. Au milieu se trouve le kiosque du bey qui, éclairé de tous côtés par des fenêtres, permettait une active surveillance. C'est dans ce palais que le harem était logé. Pour construire son palais, Ahmed Bey n'hésita pas à utiliser des matériaux de toute provenance. Guy de Maupassant en parle en ces termes. Mais nous voici devant le palais de Hajj Ahmed, un des plus complets échantillons de l'architecture arabe, dit-on. Tous les voyageurs l'ont célébré, l'ont comparé aux habitations des 1001 nuits. Il n'aurait rien de remarquable si les jardins intérieurs ne lui donnaient un caractère oriental fort joli. Le palais servit ensuite de résidence au général commandant la division de l'état-major et abrita les services de la direction du génie, un bureau arabe divisionnaire, du conseil de guerre et du bureau arabe subdivisionnaire. Défait par les Français, Ahmed Bey s'est réfugié dans les Aurès, d'où il réussit pendant un temps à organiser la résistance de l'Est. Il s'est rendu en 1848 avant de mourir en 1850 à Alger, où il vivait en résidence surveillée. Dans le bleu de la nuit intense, quand l'or des nouvelles illuminations habille de l'intérieur sa structure géante, aérienne, nul ne peut résister à l'éclat féerique de cette dentelle de métal et de lumière. Tant d'éclat, de légèreté et de majesté fascine jusqu'au piéton de Constantine le plus blasé.
Sur les murs des Katy, de la vieille ville, le souvenir saigne et le verbe tombe. Dans l'âme d'un poète solitaire, oui, le marbre de la solitude est lisse, mais froid. Derrière ce rideau de vacillantes images, je vois que ce pan de ville ne chantera pas ce soir. Mon souffle ne mourra pas derrière cette vitre. Il transpercera l'impénétrable et courra en un cri les venelles de la vieille cité. Je vois que cette vieille cité qui a enfanté la ville moderne ne chantera pas ce soir, mais elle continuera à illuminer le sentier de l'histoire. Elle veillera sur les braises de ceux qui se cherchent, de ceux qui ne croient pas qu'ils doivent mourir après la mort d'une rue. Nous sommes RHA, comme on dit ici à Constantine Moulin, qui est une institution ici à Constantine qui préserve aussi une vieille tradition locale. Et là, comme vous pouvez le voir, on a tous les éléments nécessaires pour notre cuisine. On a terida, on a mzit, on a charchoura, bon, on a toutes les épices aussi à côté. Donc c'est des hauts lieux de la vie constantinoise. Et là, bon, quand on rentre, on sent l'approche du Ramadan en particulier. Voilà. Dommage oui. Ce qui est dommage, c'est que la caméra ne peut pas aussi enregistrer les senteurs de ce moulin, de ce lieu-là, parce que ça donnerait envie de se mettre à table rapidement. Donc c'est les sources de la... Oui, parce que c'est... Ah oui, en tout cas, c'est l'un des rendez-vous de l'art culinaire constantinois, c'est évident. On va essayer de faire une petite croisière dans les fonds culinaires de Constantine. Nous avons notamment des plats constantinois et je suis là avec mes préparations culinaires, avec des plats bien sûr diversifiés. Il y a des plats traditionnels constantinois, il y a des plats populaires et il y a des plats nobles. Je commence d'abord par les plats nobles de Constantine. Je vais vous parler du tbekh, qui est un plat typiquement traditionnel constantinois, qui est en voie de disparition. Donc c'est un plat qui est très très noble et il est consommé par la classe des mkhazniya. Donc les mkhazniya, si vous voulez, c'est le staff technique de Constantine, qui sont disons, le bey et son staff technique. Donc ces gens-là conservaient beaucoup plus ça. Et d'après mes recherches, j'ai constaté que la fille du bey le prenait beaucoup quand elle rentrait chez elle du bain. Pourquoi? Parce que le tbekh se prépare à base de noix, et il y a le miel pur d'abeille. Et comme nous le connaissons, le miel pur d'abeille, il contient l'acide folique, fomique plutôt. L'acide fomique libère les voies respiratoires. Donc c'est aussi, il rentre dans le domaine médicinal. Je reviens au...
Ah bah oui, il y a beaucoup de calories, il est énergique. Donc je reviens aussi au plat gritlia. Le gritlia notamment c'est un plat qui est, c'est des pâtes. Donc comme nous le savons, les gens qui sont très riches, le pays qui est très riche dans les pâtes c'est l'Italie. Donc c'est une Italienne qui vivait d'antan à Mila avec une jeune Milevienne qui à son tour elle était une maître assistante à un médecin. Ce médecin qui était le copain au médecin Lavran, Lavran comme nous le connaissons, oui, qui était un prix Nobel, absolument, qui est le prix Nobel, c'est le copain du médecin il avait un laboratoire à Mila. Et c'était la Milevienne, l'Italienne qui l'a apprise à la Milevienne, voilà. Et ce professeur Lavran, quand il rentrait à Mila, il appréciait beaucoup le plat. Donc, et cette Milevienne, elle lui préparait constamment ce plat. Et donc, il le faisait exprès, il allait rendre visite à son copain uniquement pour consommer ce plat. Et le nom de ce plat, le gritlia, il est en relation avec le nom du bey el gritli. Il est en relation avec le nom du bey el gritli, qui était ici à Constantine et il l'aimait beaucoup. Et c'était la fille El Hasna qui lui présentait et qui lui préparait plutôt ce plat. Donc je reviens aussi au mhawar qui est une variété de couscous. Donc je dis que le mhawar aussi c'est un plat typiquement traditionnel, mais il est né à Mila. Il est né à Mila et nous avons la diversification aussi de ce plat, du couscous. Notamment nous avons le mesfouf qui est très fin, nous avons le mhawar qui vient en deuxième position, nous avons le couscous normal, nous avons comment on dit en arabe, le narmat arras, il est légèrement gros, et nous avons le mejbour. Tout ça, c'est une classification de couscous. Et ce couscous, comment il est né? Il est né dans les moments de révolution. Dans les moments de révolution, et il est apparu dans le territoire culinaire sous toutes ses formes. Donc, le mhawar aussi, il est né à Mila et si vous voulez, il s'est enrichi à Constantine. Et il est typiquement traditionnel constantinois et on le prend maintenant dans les fêtes et c'est un plat cérémonial. Je reviens au mziyet. Au mziyet aussi, c'est un plat qui est traditionnel constantinois et il se prend dans les cérémonies et généralement dans le 7e jour de la mariée. Et aussi on le prend dans les moments difficiles, comme on dit, dans les funérailles, dans les moments difficiles de la vie. Et comme on dit un terme en arabe, comme le disaient nos grands-mères, l'aziz, ils sont sab'a l'aziz. Donc je passe, si vous voulez, à un plat qui est la shorba, la sauce blanche avec du vermicelle. Bon, à Constantine, on ne dit pas de shorba, on dit le djeri. C'est un plat d'honneur. C'est un plat d'honneur de la mariée. Et il se prépare le 2e jour des noces. Donc c'est un plat à condition. Si la mariée a honoré sa famille, on le prépare. Si la mariée n'honore pas sa famille, automatiquement ce plat ne se prépare pas. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un plat d'honneur de la mariée. Voilà. Je passe aussi à shbah safara. Shbah safara, c'est un plat très noble. Et il est consommé aussi par les grandes familles riches de Constantine, notamment les mkhazniya toujours. Et c'est un plat qui se prépare à base de pâte d'amande. Bon, bien sûr, il y a la viande d'agneau, il y a les amandes, il y a le miel pur d'abeille et l'arôme de rose distillé maison. Donc automatiquement, nous avons une période spéciale de distillation d'arômes. Comme vous le voyez maintenant, tout à l'heure avec les... Voilà, absolument. Je passe à la feta. La feta, c'est... Bon, je l'ai préparée un petit peu épaisse parce que quand on a une exposition à caractère visuel, la feta, je la prépare un petit peu épaisse pour qu'elle garde son aspect, absolument, pour qu'elle ne coule pas. Mais son aspect scientifique et culinaire normal, elle est un petit peu coulante. Pourquoi? Parce qu'on la prend le jour même de sa préparation. Et on peut la prendre aussi avec des salades. Avec des salades. Et elle entre aussi dans la cuisine, dans la gastronomie, qui est l'art de la cuisine raffinée. C'est méditerranéen. Ah ben oui. Généralement, c'est dans la cuisine d'antan, je remonte un petit peu à l'historique de la cuisine et de la gastronomie, c'est les Grecs
qui préparait beaucoup plus la feta. C'est les Grecs qui l'a préparé et il l'a consommé à volonté. Je reviens aux olives marinées. Ça, c'est une spéciale préparation culinaire personnelle que j'ai préparée moi-même. C'est des olives macérées et que j'ai préparé une marinade tout à fait normale, à base de produits du terroir, bien sûr. Ça aussi, c'est une préparation culinaire, notamment c'est des entrées. Il y a aussi certains plats sucrés qu'on prend avec du petit lait. Comme le Comme rfis, le mchelouch. Certaines personnes qui préfèrent aussi de prendre les pâtes avec le petit lait, notamment le mahawar. Qu'est-ce que vous faites pour transmettre tout ce savoir? Comme je suis professeur, j'enseigne, je forme des stagiaires et j'essaie par tous les moyens d'être à la hauteur, d'inculquer cet art qui est noble, parce que je voudrais formellement à ce que cet art reprenne naissance et remonte sur l'esplanade culinaire de Constantine. Absolument, il y a des plats qui sont en déperdition, notamment il y a le tabir, le gritzlia, parce que la génération actuelle, elle n'est pas branchée sur cet art. Automatiquement, nous savons que la mondialisation, la technologie qui fait une entrave dans ce domaine-là, et généralement, ces jeunes préfèrent les snack bars, ils préfèrent les hamburgers, voilà la cuisine rapide. Et pourquoi? Parce que généralement... Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de produits de conservation et il y a beaucoup de produits et puis des produits du terroir qui naissent maintenant, qui poussent dans les serres. Et ces produits de conservation qui sont à caractère nocif pour la santé. Et pourquoi avant on prenait tout dans la cuisine d'antan traditionnelle constantinoise? Pourquoi? Parce que c'était frais. C'était frais, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas de produits de conservation. Quoique nous avions quand même nos manières de conserver, telles que la tomate fraîche. Ah oui, absolument. Je prends l'exemple des olives marinées. Voilà, c'est une préparation culinaire d'antan. Quelles sont vos ambitions? Je suis là pour défendre, premièrement, l'art culinaire constantinois, notamment la cuisine traditionnelle. Pourquoi je me suis focalisée dans ce domaine? Parce que j'ai été sevrée de Constantine pendant 10 ans. C'est peut-être ce sevrage-là qui m'a poussée à aller jusqu'au fond de mes recherches. Et j'estime à ce que cette génération, je lance un appel à la génération de Constantine, la génération actuelle, de se battre et de glorifier cet art. Vous n'avez pas l'intention de publier quelque chose pour sauvegarder? Oui, je suis auteur d'un livre qui n'est pas encore apparu sur le marché. Je suis en train d'écrire. J'ai préparé pas mal d'écrits que je n'ai pas encore terminé. Je suis en train de me former. Je suis en train de courir après ces informations et de faire de la relation entre la cuisine constantinoise traditionnelle et la gastronomie, parce qu'il y a une très très grande relation entre la gastronomie et la cuisine traditionnelle. Quant à la culture, elle n'est pas seulement le couronnement du travail intellectuel. Elle est toujours un certain sens esthétique, un raffinement de l'esprit, des manières, du goût, du style et finalement du cœur, et qu'il n'est possible d'acquérir
qu'à travers de longues traditions constamment rénovées par leur existence même. Par culture, on désigne aussi l'ensemble des modes de vie d'un peuple dont la transmission est assurée grâce à des processus d'imitation plus ou moins conscients, groupés sous des termes d'héritage social et de tradition. La ville a conservé nombre de ses activités artisanales, dont les plus importantes sont la broderie sur velours qu'on retrouve sur les belles mais onéreuses robes de mariage. Constantine, à travers les siècles, a su garder son visage d'antan que l'on peut découvrir, notamment lors des réjouissances populaires qu'entraîne chaque fête et surtout chaque mariage. والحنة في يديها وأم العريس عند راسها فرحانة بيها. La musique de Constantine qu'on jouait autrefois dans les fondoks et les soirées est surtout connue à travers le melouf, une musique d'origine arabo-andalouse qui se différencie de celle de Tlemcen ou d'Alger par le rythme et la structure de ses noubas.
sommes dans le local de Khouja Boulebnamous et nous sommes avec son petit-fils. C'est un local particulier qui occupe une place importante dans l'histoire de la musique de Constantine, puisque c'est là que se retrouvaient, notamment après Qahwat el-Asr, les musiciens, Cheikh Omar Fartabia, Nas el-Ala, l'Hsaïchia, le Khouane et tout. C'est vraiment un lieu de mémoire. D'ailleurs, bon, comme peuvent en témoigner les images qui sont accolées au mur. Là, par exemple, je revois la Omar Chakrib, qui est une grande figure de la musique de Constantine, Allawa Ben Tabbel, Cheikh Namous, Ami Mahmoud Belouadfel, qui a été aussi un grand musicien, qui a été un compagnon de Omar et qui a été aussi un animateur d'une association musicale dans les années 50. L'avenir constantinois, en tout cas là, c'est une grande figure de musique de Constantine. Voilà, donc c'est un lieu qui comment dire, a été important pour l'histoire de la musique. Bon, c'est un lieu qui continue d'être, comment dire, rattaché à la tradition musicale, puisque comme vous le voyez, c'est un lieu où un artisan travaille et en même temps s'occupe de la remise sur pied, la restauration d'instruments comme celui-là. Bon, et là, moi je suis vraiment ému parce que c'est l'instrument de Cheikh Hamida Zaidan, qui était une des grandes figures. C'est un luthiste, une grande figure de la musique de Constantine, qui يغني كان منها يخدم بالعود بالاخص في الخمسينات. وسي حميده ça a été l'un des animateurs à la fin des années 40 de l'association les Mille et Une Nuits à Constantine, qui est une association qui a laissé ses empreintes dans l'histoire musicale de Constantine. Voilà. يعطيك الصحة. Donc رانا متفقين. Je compte sur toi Mohamed. La première possibilité ديرني في بالك ويعطيك الصحة وربي يكون في عونك. يعطيك الصحة. يسلمك خويا. هيا بقاو على خير. Enfin, l'historique, c'est un endroit, il était toujours le soir, l'après-midi, il réunit tous les musiciens de Constantine. Ah oui. Parce que d'abord, il y a l'atelier, puis il y a les fondouks en bas. Ah, d'accord. Alors, quand tous les musiciens viennent au fondouk, ils s'arrêtent là, ça discute, ça parle, ça chante de temps en temps. Ça chante. Et puis ça descend au fondouk. Il y a deux fondouks. Ah, Il y a le fondouk Ben Aziyem, qui est assez peuplé, et le fondouk de Ben Haj Mustafa. C'était des fondouks qui étaient presque toujours occupés par les musiciens tels que Mohamed Tal Fergani, Omar Chakleb, Baba Abaïd, Qadour Darsouni. À ce jour, il vient là. Il vient là toujours. برك هو هنا. الله يبارك فيك. عندك بابا عبايد بن مرابط الله يرحمهم الكل. Parlez-nous un peu. الرحماني Rahmani, ouais. وين الرحماني surtout الهادي. الهادي c'était presque un fils pour mon père. هذا le moule تاع العود عربي. Ouais. C'est un moule qui a été fait par mon père et laissé à moi. Il est laissé à mon atelier. Quand il faisait les luttes, الهادي الرحماني, c'est lui qui fait les essais. Chaque jour, il venait à 4 heures, il fait des essais, jusqu'à la confirmation de la bonne résonance des cœurs. Même Salim Fergani, il a reçu un wahed. Ah oui. Et il paraît que votre père a offert beaucoup de livres. Il les offre, il ne les vend pas, parce que ça n'a pas de prix. Les autres styles musicaux sont l'wasfan et le zjel, musique sacrée de confréries religieuses, Constantine est la ville d'origine de Abdelhamid Ben Badis, des écrivains Katab Yassine et Malek Haddad, de l'historien Benjamin Stora, du journaliste Paul Amar ou de Smaïl.
Le maréchal Juin ou l'écrivain Rachid Boujedra, qu'il évoque souvent dans ses romans, y ont passé leur jeunesse.